Dimanche 7 avril 2019, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a animé hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire un panel dans le cadre du forum Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Le chef de l'État a mis en exergue les recettes qui ont permis le redressement de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Nous parlerons aussi sécurité routière dans ce journal. Sécurité routière, tous concernés, tous responsables. C'est ce slogan que le ministère des Transports invite les populations à s'approprier tout au long de l'année 2019. Une manière d'interpeller les acteurs des transports sur les facteurs de risque et sur les avantages fiscaux. Il y a 25 ans, au Rwanda, commençait le génocide des Tutsis et le massacre des Hutus modérés. Selon l'ONU, en quelques 100 jours ont été tués au moins 800 000 hommes, femmes et enfants, ce qui fait de ce crime de masse le génocide le plus rapide de l'histoire. Les cérémonies marquant les 25 ans du génocide ont lieu ce dimanche au Rwanda. Le président Alassane Ouattara a décidé de placer 2019 et 2020 sous le signe du social. Cela dans l'optique de la réalisation effective des activités inscrites dans les programmes d'action prioritaires, d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Pour le chef de l'État, le gouvernement doit œuvrer sans relâche à la poursuite des efforts déployés pour la réalisation de ce programme social en vue de donner aux populations des conditions de vie plus favorables. 3 mois après l'annonce du PS-Gouv, le programme élaboré pour la matérialisation de la vision, quel bilan ? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Ce programme rencontre-t-il des difficultés dans sa mise en œuvre? Sidi Tiemoko Touré est sur notre plateau en cette mi-journée. Le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement, répondra tout à l'heure à nos questions. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Diaby. Vous commencez à être un habitué de ce magazine. Tout à fait. En tout cas, c'est avec plaisir que nous vous recevons plaisir à chaque partagé. fois. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup. À tout à l'heure, monsieur le ministre. On commence ce 13h par le forum Ibrahim Governance Weekend qui a démarré vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a expliqué hier samedi à Dr Mo Ibrahim lors d'un panel ce qui a favorisé la performance de l'économie ivoirienne après la crise post-électorale. Je vous propose là tout de suite un extrait de leur entretien. Nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc, c'est vraiment une croissance extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début, une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé. C'est la source vraiment du développement et que bien sûr les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr la santé, l'école, etc. Mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits publics, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB, d'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation,
Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencé déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcées par la suite. Donc c'est peut-être Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès. La 12e édition du forum Ibrahim Governance Weekend a donc démarré depuis vendredi. Présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, elle réunit donc à Abidjan dirigeants politiques, chefs d'entreprise de premier plan et partenaires internationaux de l'Afrique. Ensemble, ils tentent d'identifier les enjeux politiques clés du continent et les priorités à mettre en œuvre. Retour sur la cérémonie d'ouverture du forum avec Jérôme Kofi Aboula. La Fondation Mo Ibrahim en visite sur les bords de la lagune Ébrié du 4 au 7 avril 2019. Il s'agit des 12e assises de cette fondation ayant pour vocation la promotion de la bonne gouvernance. Assises dénommée Ibrahim Governance Weekend et dédiée à la Côte d'Ivoire pour ses performances politiques, économiques et sociales sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. L'ouverture des travaux du forum dans la soirée de ce vendredi a été l'occasion de rendre un hommage sans faille à un homme pour ses grandes qualités en tant qu'humaniste. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, décédé en août 2018. Donc ce soir, nous célébrons nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. 7e secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan a su s'imposer par ses actions de justice, démocratie et paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui reconnaît le rôle qui a été le sien en vue de sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. L'action de Kofi Annan à la tête des Nations Unies a permis au monde d'avoir un autre regard sur l'Afrique, de la considérer comme une terre d'opportunités et non de pauvreté, et de mettre ses préoccupations au cœur de l'agenda multilatéral. Kofi Annan était bien plus qu'un ami de la Côte d'Ivoire. C'était un fils de notre pays, un frère qui a partagé la peine des Ivoiriens tout au long de la grave crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue. Avec optimisme, il a mis tout son talent de diplomate pour accompagner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans la recherche de solutions pacifiques. Le nom Kofi Annan est étroitement lié au retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Nous lui devons notamment l'engagement et la forte mobilisation de la communauté internationale aux côtés du peuple ivoirien aux premières heures de cette crise. Déterminé à ne pas laisser sombrer notre pays, Kofi Annan n'a pas hésité un seul instant
à mettre l'autorité des Nations Unies et son exceptionnel sens de la négociation dans la balance pour conclure l'accord de Linas Marcoussis et sceller les premiers jalons du processus de sortie de crise qui nous a conduits à la paix et à la stabilité. En reconnaissance de son importante contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire, j'ai tenu à lui rendre hommage le 5 décembre 2018 aux Nations Unies, pendant la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, et à saluer dans l'enceinte de cette prestigieuse institution le haut lieu de ses nombreuses batailles politiques, diplomatiques, son exceptionnelle contribution à la paix et à la sécurité dans le monde, ainsi que son humanisme et sa grande sagesse. Migration africaine, jeunesse et emploi, thème retenu pour ce forum Mo Ibrahim à Abidjan. Il s'agit notamment de travailler à obtenir une bonne relation entre l'Afrique et l'Europe. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les réformes du gouvernement dans ce cadre ne manquent pas et c'est fort possible qu'il obtienne en termes d'un autre classement encore au moins 10 bons points en moins de 2 ans, c'est-à-dire d'ici à fin 2020. Après cette cérémonie d'ouverture de la 12e session des assises de la Fondation Mo Ibrahim, place maintenant au panel pour réfléchir sur la condition de la jeunesse africaine. Hier samedi, au moins 800 hommes et femmes de tous horizons ont pris part aux différents panels sur les migrations africaines et la croissance. Le témoignage d'Abdoulaye Koné. Sur l'estrade du premier panel du Ibrahim Governance Weekend, les intervenants ont abordé la problématique des migrations africaines, un phénomène préoccupant qui menace la stabilité et la sécurité des pays africains. La jeunesse surtout, la jeunesse qui est la force de demain de l'Afrique. Pourquoi elle abandonne l'Afrique pour aller ailleurs? Ce n'est que quand on est jeune que nous sommes des forces vives. Et si nos forces vives s'en vont ailleurs, cela créera un problème au continent. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, la grande majorité des migrants africains demeurent au sein du continent et les experts de proposer des pistes de solutions. La migration, il faut la considérer comme une réelle opportunité pour le continent. Il faut qu'on puisse voir comment adresser le besoin d'emploi et d'opportunités des jeunes pour que les jeunes n'aient pas forcément besoin de migrer. Une jeunesse explosive confrontée à une croissance sans emploi, c'est le thème de la deuxième session exposé à l'intelligence des panélistes de qualité comme Akinwumi Adesina, Haïlé Mariam Desalegnes ou encore Abdourahmane Sissé. Selon les Nations Unies, entre aujourd'hui et 2050, il nous faut créer environ 800 millions d'emplois additionnels. 800 millions, c'est un chiffre qui est quand même assez important. C'est une problématique qui appartient aux États et à tout le monde de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour nous et pas du tout un problème. Sur le continent, près de 80% des migrants sont mus par l'espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales. Les gouvernants africains sont invités à multiplier les réformes pour créer le maximum d'emplois. Voilà pour le chapitre Ibrahim Governance Weekend. Autre chose à présent. Sécurité routière, tous concernés, tous responsables. C'est un slogan que le ministère des Transports invite les populations à s'approprier tout au long de l'année 2019. C'est une manière d'interpeller les acteurs des transports sur les facteurs de risque et sur les avantages fiscaux afin d'assurer une circulation sécurisée des biens et des personnes. Les précisions de Franck Quadio. Des accidents de la route comme celui-ci, l'OSER, l'Office de sécurité routière, en a dénombré 11 743 pour la seule année 2017. Ces accidents qui ont fait 1275 morts sont dus en majeure partie aux imprudences des usagers de la route. Les chauffeurs, après auto-école, ils n'ont plus la notion même du code de la route. La plupart prennent des alcools, et des stimulants pour conduire. Maintenant, vraiment, nous regrettons beaucoup. Aujourd'hui, le ministère des Transports est déterminé à minimiser de façon drastique la prise de risque au volant. Son credo, sensibiliser. D'où cet atelier régional destiné aux acteurs d'ici et de la sous-région afin que pour la sécurité routière, tout le monde se sente concerné, que tout le monde se sente responsable. La vision du ministre des Transports à la matière
est justement que les transporteurs sortent de l'informel et que les conducteurs eux aussi soient organisés afin que ces deux acteurs, qui sont des éléments clés du transport routier, puissent vraiment jouir et profiter de leur activité professionnelle. Selon des chiffres du gouvernement, le transport routier oscille entre 7 et 12% du produit intérieur brut. Conscients de leur importance dans l'essor économique de la Côte d'Ivoire, les transporteurs sont d'avis qu'ils doivent se responsabiliser davantage. Ces recommandations et ces observations, nous allons nous les approprier pour que sur le terrain, nous continuions ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation, de formation, d'appropriation des acteurs du secteur du transport pour que véritablement sur le terrain, on sente à terme un changement de mentalité. Cet atelier sur la sécurité routière a duré 2 jours. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a un nouveau président d'en haut, Paulin Claude. Le maire d'Atekoubé remplace à ce poste celui de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. Lors de la passation de charge, le tout nouveau président de l'UVIC s'est engagé à poursuivre les actions de son prédécesseur tout en mettant un point d'honneur sur la lutte contre l'insalubrité. Le récit de Issa Chonayo. Élu le 9 mars dernier, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ivikosi, le ministre Claude Danho Paulin, maire de la commune d'Atekoubé, a pris fonction. La passation des charges a eu lieu entre lui et le président sortant, le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. La présidence a à sa tête aujourd'hui un maire expérimenté et qui connaît aussi bien l'Ivikosi que les problèmes des collectivités territoriales et qui a la force de l'avocat. Je lui fais confiance. Il nous appartient donc de porter encore plus haut le flambeau, faire en sorte que la fonction municipale ait un statut, une reconnaissance au niveau réglementaire et statutaire. Nous devons faire en sorte que l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire participent effectivement à l'animation de leur fêtière et fassent en sorte que le développement que nous souhaitons pour nos populations soit un développement partagé. Après la cérémonie de la passation des charges, le nouveau président de l'IVICOSI a pris contact avec le personnel. Au nombre de ses actions prioritaires figure en bonne place la lutte contre l'insalubrité. Il a promis rencontrer la ministre Andésiro Oudoto afin que des actions concertées soient menées dans ce sens. Encore un marché qui part en fumée. Cette fois, c'est dans la région des Grands Ponts. Un incendie a emporté en février dernier le marché de Grand Laou, laissant dans le désarroi ses 160 commerçants. Leurs pleurs ont été entendus par le gouvernement. Emmanuel Esmelissis, le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, est fils de la région. C'est lui que le Premier ministre a mandaté pour aller s'enquérir de la situation et apporter la compassion du gouvernement aux sinistrés. Grand Laou, ancien marché. Un électronicien bien triste, fouillant les gravats, reste de son atelier ravagé par les flammes. Les faits, dans la nuit du lundi au mardi 2 avril, un incendie aux origines non déterminées encore a emporté plusieurs magasins ici. Vers les 2 h du matin, nous on était informés par les 4 h du matin, on nous appelait, on dit non, le marché a pris feu. On venait, on n'a pas pu retirer quelque chose dedans. Plus de 160 millions de francs CFA de dommages pour 162 sinistrés, dont ce revendeur de produits phytosanitaires. Moi, je suis venu trouver que mon magasin a été brûlé. Bon, c'était à 4 h 52. Ils sont nombreux à chercher encore sous les décombres l'improbable espoir d'ailleurs incarné par ce fils de la région, Esmelissis. Il porte la casquette de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Il est en visite sur le site, départ à la mairie, quelque temps après, pour un message aux populations. Un sentiment de satisfaction qu'il n'y ait pas eu de victimes en vie humaine. Les autorités préfectorales et municipales nous ont remis les détails donc, des commerçants concernés. Et s'il y a des projets qui doivent se faire, il faut qu'on tienne compte de ça. Il faut que désormais les marchés soient modernes, les marchés soient sécurisés, de sorte à permettre aux autorités de pouvoir faire des contrôles et aux commerçants de pouvoir s'assurer aussi de sorte que lorsqu'il y a ce genre de sinistres, qui puissent faire jouer les assurances. Une visite de compassion traduite au nom du Premier ministre par un don symbolique de plus de 1,3 million de francs CFA
Il s'agit de s'enquérir des besoins des populations afin de trouver des solutions durables avant de passer à la seconde étape, celle de pensée, action de développement. Notons qu'Esmaël Sus était accompagné de plusieurs forces vives, autorités administratives, élus et gouverneurs locaux de la région des Grands Ponts. Les comités de gestion des établissements scolaires de Bouaké sont à l'école. Ils se forment à la gestion financière. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale qui vise à amener les institutions scolaires à s'accommoder de bonnes pratiques financières pour bien planifier et évaluer leurs activités. Certains pensent que l'argent des projets, c'est leur argent. La récréation est terminée. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut instaurer des pratiques de bonne gouvernance dans la gestion de COGES. Les acteurs des comités de gestion des établissements scolaires de Bouaké bénéficient d'une formation en gestion financière. Ce qui m'a plus intéressé, c'est sur le budget. Parce que de mon côté, même personnellement, je ne faisais pas de budget. Je fais mes dépenses sans mes prévisions. L'objectif de cette initiative est de leur fournir des astuces financières pratiques qui leur permettront de mieux gérer leurs finances personnelles, de comprendre les concepts de planification financière et d'épargne, ainsi que des informations sur les nouvelles technologies de paiement numérique. Des aptitudes qui auront des impacts positifs sur la gestion des COGES. Si vous avez une gestion transparente, tracée, claire, ça vous donne vous-même la possibilité de savoir la situation financière de votre COGES. 1. 2. Ça vous permet de prendre des décisions, on va dire, assez avisées au niveau de votre COGES. Cette formation est la résultante d'une convention signée entre une structure financière de la place et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce partenariat permettra de former et de renforcer les capacités de 15 000 personnes en éducation financière dans 22 villes et communes de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Les cérémonies marquant les 25 ans du génocide commencent ce dimanche au Rwanda. Selon l'ONU, en quelques 100 jours ont été tués au moins 800 000 hommes, femmes et enfants. Une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents ou premiers ministres sont attendus. 30 000 personnes assisteront à un spectacle et entendront des témoignages de rescapés. Les noms de 100 victimes seront également lus par des jeunes, 100 noms issus de familles entièrement décimées dans les massacres. 7 avril 1994, 7 avril 2019, voilà donc 25 ans qu'a eu lieu le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le pays et ses dirigeants tentent depuis de panser leurs plaies dans la dignité à travers le travail communautaire. C'est une tradition qui a pour but de favoriser la réconciliation nationale. Samedi dernier, une semaine donc avant cette commémoration, notre reporter Noël Niagno a participé au travail communautaire à Kikukiro où plus de 2000 personnes ont été ensevelies dans une fosse commune. Mémorial de Kikukiro, samedi 30 mars 2019. Le Rwanda s'est arrêté pour une demi-journée. Les populations, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, ont pris congé de leurs activités de toute nature. Ce dernier samedi du mois de mars, le Rwanda perpétue ainsi une tradition, le travail communautaire. Avec la survenue du génocide, le travail communautaire prend la couleur du temps et vise désormais 3 objectifs. L'objectif, c'est de ramener les communautés ensemble, de les faire travailler ensemble, d'envisager le développement en commun. Ça nous fait avancer, mais aussi ça renforce le lien, aussi que ça renforce notre dynamique de décentralisation, parce que ça donne le pouvoir aux gens de décider de leur développement, ça donne la voix aux gens, ça leur donne le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble. C'est un catalyseur pour la décentralisation effective. Partout, dans le Rwanda comme ici, dans le district de Kikukiro, un lieu chargé d'histoire, comme il en existe au Rwanda après ce 7 avril 1994. Ici, on est au mémorial de Nyanza, où plus de 2500 personnes sont enterrées, victimes du génocide. Jeunes, moins jeunes, cadres, membres du gouvernement, citoyens lambda, tous comme un seul homme, chantent, dansent, travaillent pour une finalité, le développement, mais aussi et surtout
pour la cohésion sociale. Dans le processus de réconciliation, la cohésion sociale, ça contribue beaucoup parce que c'était une demi-journée, l'avant-midi, et il y a le temps réservé aux travaux et le temps réservé aux causeries. Et quand on cause, on échange sur tout ce qui est problème ou bien pour tout ce qui est vision pour la communauté. Ce dernier samedi 30 mars, lui, revêt un caractère particulier. Il précède la commémoration du 25e anniversaire du génocide. Le président Paul Kagame himself est venu communier avec son peuple, travailler comme tout le monde, donner l'exemple, vivre avec le peuple, ce nouveau Rwanda en construction après ces pages noires minutieusement préparées, organisées des années durant. Le génocide n'est pas venu du jour au lendemain. Il y a eu 30 ans d'idéologie du génocide, exactement comme la Shoah. Il y a eu, avant la Shoah, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, une idéologie du génocide pour déshumaniser les Juifs. Ça a été la même chose au Rwanda où on a déshumanisé les Tutsis. On disait que ce sont des cafards, que ce sont des serpents dont il faut se débarrasser. Donc c'est quelque chose d'important pour les générations à venir. Le peuple rwandais a fait le deuil de cette tragédie que le monde avait pourtant pris l'engagement d'empêcher la survivance à jamais. Après l'Holocauste, après la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, le monde a dit plus jamais ça. Mais après, il y a eu des massacres à caractère ethnique, de nettoyage ethnique. Et puis est arrivé le génocide perpétré contre les Tutsis. On a encore dit plus jamais ça. Mais après, il y a eu d'autres massacres, et même à Srebrenica en 1995, il y a eu d'autres endroits où il y a eu des massacres à grande échelle. Donc il faut quand même que la communauté internationale soit sérieuse lorsqu'elle parle de plus jamais ça. Pour l'heure, les Rwandais se côtoient à nouveau, se parlent, se congratulent. Sa jeunesse danse, chante parce que le nouveau pays que les aînés, Paul Kagame en tête, va leur laisser en héritage inspire confiance. La preuve, la transformation du pays en une génération. D'où cette insouciance visible, palpable, parce que cette jeunesse-là est prête à tout, prête à se donner, à donner son énergie débordante pour participer à la réalisation de l'œuvre commune, le Rwanda nouveau. Et les pas de danse du président en rajoutent à leur espoir en un avenir radieux. Ce 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité aujourd'hui, c'est Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et le sujet, c'est le PS-Gouv, plan social du gouvernement. Monsieur le ministre, suivons ensemble cet élément vidéo. L'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement et de façon diligente, aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous le rappeler, le pourquoi de ce programme social du gouvernement?
Écoutez, tout part de l'intervention du chef de l'État la veille du 7 août de l'année dernière, où il instruisait le gouvernement à l'effet de trouver des leviers pour accompagner nos différents concitoyens dans leur vécu social, dans leur vécu quotidien. Et donc, aussitôt après cette orientation, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a instruit tous les différents ministres à l'effet de proposer quelque chose qui irait dans ce sens. Et ainsi naît le PS-Gouv, le programme social du gouvernement pour l'année 2019-2020. Et ce plan social du gouvernement comporte en son sein près de 156 actions, 67 projets et environ 57 mesures qui visent en l'occurrence de transformer le vécu social des différents Ivoiriens. Justement, quelles sont les mesures à effet immédiat de ce PS-Gouv? Écoutez, relativement aux différentes mesures, le plan social du gouvernement s'organise en 5 stratégies majeures. Le premier axe de la stratégie porte sur la santé pour tous. Le deuxième axe de la stratégie porte sur l'éducation pour tous. Vous avez en troisième point vous avez l'autonomisation des femmes et des jeunes. Vous avez aussi, on oublie souvent les populations vivant en milieu rural, c'est-à-dire leur vécu, comment améliorer, sans oublier la cherté de la vie qu'il faut adresser dans les différents axes stratégiques. D'accord. Vous avez parlé de santé pour tous. 1 800 000 bénéficiaires de la CMU sont enrôlés. On constate quand même une certaine réticence au niveau des populations. Vous aussi, vous l'avez certainement remarqué. Pensez-vous que la date retenue pour l'effectivité des prestations sera tenable? Vous parlez de réticence, je ne suis pas certain qu'il y ait de la réticence. D'ailleurs, la couverture maladie universelle est une initiative très forte qui a déjà démarré depuis l'année dernière 2018 à travers une initiative pilote. Et pour cette année 2019, nous entendons faire une généralisation de cette initiative et le Premier ministre est très proche des indicateurs pour nous permettre d'atteindre cet objectif de généralisation pour cette année 2019. Et justement, le Premier ministre a annoncé pour juillet le début des prélèvements et le début des prestations en octobre. Qui est concerné par cette mesure? Dans le cadre de la couverture maladie universelle, vous avez 2 régimes. Le régime non contributif qui concerne les populations vulnérables et à faible capacité financière. Et donc pour ceux qui sont assujettis à ce régime, l'État de Côte d'Ivoire se substitue à ces personnes pour payer leur contribution dans le cadre de la couverture maladie universelle. D'ailleurs, cette contribution a commencé à se faire depuis le mois de novembre 2018. Et dans le second régime, qui est le régime dit contributif, qui concerne tout le reste de la population, c'est ce régime contributif qui sera opérationnel à partir du mois de juillet, de sorte à ce que les 2 régimes se rejoignant au mois d'octobre 2019, les uns et les autres puissent bénéficier des prestations à partir de cette date. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation, l'une des mesures aussi principales de ce PS-Gouv. Notre système éducatif a pourtant connu 2 mois d'arrêt, de grève intempestive. D'aucuns disent même que l'année scolaire est menacée. J'aimerais profiter de votre micro pour rassurer nos concitoyens. La grève, ou disons-le tout simplement, l'année blanche est derrière nous. En tout cas, les menaces sur l'année scolaire est véritablement derrière nous. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire et les différents syndicats se sont entendus dans un nouveau cadre de discussion et les uns et les autres, dans leur charge de responsabilité, précisément les enseignants, sont à l'œuvre pour pouvoir faire rattraper les différents retards qui ont été constatés. Et justement, comment cela va se faire, rattraper le retard à l'approche des examens? Écoutez, c'est un engagement pris par les différents syndicats, certainement d'un point de vue opérationnel. Ils ont la méthodologie, ils ont la démarche pour pouvoir nous permettre d'éviter cette année blanche qui est véritablement derrière nous et ils seront opérationnels dans les différentes classes avec les différents programmes pour très vite remettre les uns les autres pour que nos enfants soient prêts à affronter les examens à venir. Vous êtes certainement au courant que dans certains établissements, certains enseignants adoptent la rétention des notes. Écoutez, ceci sera discuté dans le cadre qui a été mis en place entre le gouvernement et les différents enseignants à l'effet qu'aucun élément vienne perturber
la finalisation de l'année scolaire telle que nous l'envisageons ensemble avec les différents syndicats. Les diplômes ne sont donc pas menacés, les diplômes ivoiriens? Aucunement, parce que tout le monde en a bien conscience qu'il faut rapidement aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est amener nos différents enfants à passer leurs examens et obtenir leurs différents diplômes. D'accord. Et justement, dans le cadre de du PS-Gouv, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le recrutement de 10 000 enseignants, 10 300 enseignants. Ça suscite des interrogations. Pourquoi maintenant? Ceci part déjà de cette ambition affirmée qui a été une annonce très forte, celle de rendre l'école gratuite. Et donc, quand vous décidez, quand vous prenez une telle décision, très vite, il vous faut mettre en place les infrastructures. Il y a eu des constructions d'établissements scolaires partout dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Et donc, à cela, il faut ajouter, bien sûr, les ressources humaines. Et donc, les ressources humaines, les 10 300 viennent compléter ce dispositif en termes d'enseignants. Et précisément, nous aurons besoin de 2000 professeurs de lycée, nous aurons besoin de 3000 professeurs de collège, mais aussi nous aurons besoin de 5300 instituteurs adjoints pour pouvoir compléter le dispositif d'accompagnement de nos différents enfants vers la qualité d'enseignement. Vous pouvez donc nous rassurer les Ivoiriens et les enseignants qui vous suivent, ce n'est aucunement une forme déguisée pour remplacer les grévistes? Aucunement, je peux les rassurer parce que ces mesures sont antérieures aux différentes grèves que nous connaissons. Il faut juste que les différents enseignants puissent aller faire leur boulot de sorte à ce que nous puissions rapidement sortir de la crise, mais ce n'est aucunement lié à cette situation. On referme la page de l'école. Parlez-nous un peu du programme élargi de vaccination. Quels en sont les objectifs? Le programme élargi de vaccination vient nous aider à adresser une problématique majeure dans le cadre sanitaire, en l'occurrence adresser la problématique de la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Et donc c'est un engagement qui a été opérationnalisé par le gouvernement depuis 2012 et pour lequel nous déployons un trésor d'énergie pour très vite couvrir toute l'étendue du territoire national pour que tous nos différents partenaires, mais surtout les bénéficiaires, puissent très vite bénéficier des différentes solutions d'accompagnement. D'accord. Le 13 mars dernier, on se souvient, à l'issue du Conseil des ministres, il a été arrêté donc l'adoption d'un projet de loi relatif à la création d'établissements publics hospitaliers en lieu et place des CHU. Dites-nous en plus. Un établissement public hospitalier est un nouveau modèle d'établissement qui met en son centre le malade, le bénéficiaire des prestations, avec une amélioration de la gouvernance de cet établissement, une modernisation de la gouvernance de cet établissement et puis bien sûr la réduction des lourdeurs que les différents patients peuvent observer lorsqu'ils vont dans les différents CHU à ce jour. Nos CHU ne seront pas privatisés? Aucunement, il n'est pas question que nous arrivions à la privatisation des différents CHU parce que ces EPH ont une personnalité morale publique avec certes une autonomie administrative et financière, mais avec une forte vocation sociale. Donc, il ne s'agit aucunement de privatisation. Alors, dites-nous aux simples citoyens, qu'est-ce qui va changer concrètement? Les coûts vont baisser? Ils vont augmenter? Ce qui va changer fondamentalement, c'est la qualité des prestations pour le même coût. Les coûts n'augmenteront aucunement et il y aura une meilleure gestion de ces différents établissements puisque orientés vers les résultats, ce qui est véritablement ce qui est recherché dans cette transformation. Pour clore le chapitre santé, venons-en aux accouchements. Sont-ils gratuits en Côte d'Ivoire? Oui, les accouchements sont gratuits en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous êtes en train d'adresser la problématique du programme de gratuité ciblée qui est opérationnel depuis déjà plusieurs années en Côte d'Ivoire puisque
à travers ce dispositif, toute femme qui va à l'hôpital, qui est enceinte, bénéficie d'une prise en charge jusqu'à son accouchement de façon gratuite. Et les premières 48 heures de passage d'un malade à l'hôpital dans un centre d'urgence est automatiquement prise en charge dans le cadre de ce dispositif, sans oublier le fait que les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'un accompagnement dès qu'ils sont signalés dans les différents services de santé au niveau national. Donc le programme de gratuité ciblée est une réalité en Côte d'Ivoire. Et que peuvent faire les populations si par exemple elles constatent que la mesure n'est pas respectée dans un établissement sanitaire de la place? Je pense que le choix fait de transformer nos CHU en EPH donne automatiquement une réponse adéquate par rapport à la qualité de service qui sera attendue dans nos différents services de santé. Merci, Monsieur le Ministre. Où en sommes-nous déjà avec le programme Électricité pour tous? L'ambition affirmée dès l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République, c'était d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et cela se fait sur plusieurs piliers. Et le pilier de l'électricité est très important. En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le programme national d'électricité rurale, le PRONER, qui a pour ambition d'électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants au niveau national. Et pour l'année 2019, ce sont 456 localités qui sont dans l'objectif de ce programme pour bien sûr atteindre à l'horizon 2020 la totalité des localités de près de 500 habitants électrifiées. Le second programme majeur dans le cadre de ce dispositif, c'est le PEPT dont vous parlez, le programme Électricité pour tous, qui ambitionne donner l'opportunité à tout citoyen avec 1000 francs de pouvoir bénéficier d'une connexion à l'électricité. Et ceci a énormément de succès et l'ambition du gouvernement pour l'année 2019, c'est de connecter près de 100 000 personnes par an, commençant par 2019. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez de l'annonce du président de la République en début d'année où il instruisait la réduction des abonnements au tarif social de près de 20%. Et ceci est une réalité pour tous ceux qui sont abonnés au 5 ampères. Il y a aussi le programme Eau pour tous. La cible, le contenu, c'est lequel? Écoutez, le programme Eau pour tous, l'eau, source de vie d'ailleurs, comme on l'appelle, a pour ambition de rendre disponible l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le cadre du programme social du gouvernement, ce sont près de 21 000 points d'accès d'eau qui seront rendus disponibles où les pompes seront soit réparées sur toute l'étendue du territoire avec près de 10 milliards d'investissements et nous pensons que par ce dispositif, ce seront près de 11 millions de personnes, 11 millions de nos concitoyens qui bénéficieraient ainsi de l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Il y a la ville de Bouaké qui a subi une sérieuse pénurie d'eau il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a été entrepris par le gouvernement pour que les populations de Bouaké ne revivent plus ce calvaire? Écoute, étant moi-même originaire de Bouaké, je peux vous dire que je l'ai senti aussi par ailleurs. Mais pour l'histoire, il faut juste se rappeler que la ville de Bouaké consomme en moyenne 31 000 mètres cubes d'eau par jour. C'était avant la crise. Du fait justement de cette crise de l'eau, la consommation a été baissée à 7 500 mètres cubes d'eau par jour. Donc il fallait rapidement trouver des solutions. Dans l'intermède, l'ONEP et le ministère en charge ont trouvé des solutions palliatives qui étaient la création de forages d'eau. Il y en a eu environ 15 qui ont été mises en application, mises en œuvre dans le district de Bouaké, sans oublier les distributions d'eau avec les citernes. Mais tout cela est aujourd'hui derrière nous puisque avec la connexion de tout Bouaké sur le Bandama, nous avons pu relever le niveau et aujourd'hui l'eau est disponible dans tous les robinets puisque la demande et la consommation journalière est aujourd'hui comblée. Ça c'est Bouaké, mais les populations en général se plaignent de plus en plus de coupures d'eau intempestives. De quoi il s'agit?
Je pense, prenons le cas spécifique du district d'Abidjan. Aujourd'hui, au niveau du district d'Abidjan, le problème n'est pas tant le manque d'eau, puisque le district d'Abidjan est autosuffisant en eau disponible, potable pour la consommation. Il s'agit plutôt d'un problème d'infrastructure, je dirais beaucoup plus la canalisation, les canalisations dans les différents quartiers. Comment faire transiter cette eau disponible vers les différents foyers? C'est ce à quoi s'attaque aujourd'hui le ministère chargé de l'hydraulique en changeant tous les différents dispositifs qui n'ont pas été entretenus du fait de la crise et qu'il faut rapidement changer pour que les populations aient l'eau disponible dans leurs différents foyers. Donc c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Mais mieux, le gouvernement va plus loin en diversifiant les sources d'approvisionnement, puisque de Beaunois, aujourd'hui nous allons vers l'AME pour pouvoir trouver une autre source d'approvisionnement supplémentaire. Et cette décision a été prise il y a de cela quelques semaines en Conseil des ministres. D'accord. Et puis nous allons terminer en 30 secondes. Dites-nous, la Sodexam annonce de fortes pluies. Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour que tout se passe bien cette année? Il existe un comité interministériel d'action relativement à la problématique des pluies en Côte d'Ivoire, dirigé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, dans lequel se trouve la ministre de la Salubrité et d'autres ministères techniques concernés. Et très tôt, cette année, les différents ministères sont mis en action pour pouvoir faire les différents travaux nécessaires pour que nous évitions les crises que nous avons connues l'année dernière quand il y a eu ces différentes inondations. Et bon, vous me donnez l'occasion justement de lancer un appel aux différentes populations qui vivent sur les flancs de collines ou bien dans les ravins de déserter ces différents endroits parce qu'il y va de leur vie, il y va de la vie de leur famille et la meilleure façon de pouvoir se préserver, c'est de quitter ces différents endroits, en tout cas pour le temps de ces différentes pluies. Merci, Monsieur le ministre. Et pour terminer, vous nous direz quoi? Que le PS Gouv, après 3 mois, tout se passe bien, tout se passe comme prévu? Nous étions dans la phase des annonces et aujourd'hui, nous passons dans une deuxième phase qui est celle de suivi de l'opérationnalisation du PS Gouv sur le terrain. Déjà, des résultats sont palpables. Nous ferons régulièrement la revue. Le Premier ministre en fait un suivi permanent à travers des indicateurs pour nous rassurer que cet engagement du gouvernement au nom de l'orientation du président de la République soit effectif sur le terrain et les populations peuvent être rassurées. Le social est au cœur de l'action du gouvernement et nous ne ménagerons aucune parcelle d'énergie pour pouvoir atteindre cet objectif attendu de toutes les populations. La phrase forte que nous retenons, c'est que le social est au cœur des actions du gouvernement pour 2019 et 2020. Merci, Monsieur le ministre. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je rappelle que vous êtes venu nous dresser un bilan partiel du PS Gouv, le plan social du gouvernement, 3 mois seulement après son lancement par le chef de l'État. Merci encore d'être venu. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur la chaîne Kéras.